Bonjour à tous. On arrive juste là. Voilà. Et Gaël est en train d'arriver. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Et Gaël va nous présenter le premier slide. Alors, Un bonjour particulier aux personnes que je connais un peu plus. Jérôme, Thibaut. Hein. alors, Hop. alors, Et comme le programme est assez chargé, voilà, Est-ce que on vous va. voyez mon écran correctement? Vous pouvez répondre dans le chat, Je pense que ça doit s'il être vous le plaît. cas. Ouais, ok. Ok, bonjour Marie-Noël. Ok, super. Donc, merci d'être là et puis on va commencer parce qu'on a quand même pas mal de choses à vous dire et à vous partager sur ces éléments, comment dire, qui sont assez innovants. Je vais me présenter tout d'abord. Je suis Philippe Baron, je suis le fondateur d'ADN. Euh, et voilà, je me présenterai, enfin j'interviendrai et je vais faire cette présentation. Enfin, c'est surtout Gaël qui va la faire, hein. Et Gaël va se présenter. C'est le responsable du pôle agilité euh, chez ADN. Oui, donc bonjour Voilà. à tous. Donc Gaël Caron, je suis responsable du pôle agilité chez ADN. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler ensemble d'agents IA, service de la qualité et de la gestion de projet. On va essayer de découvrir un petit peu les nouvelles technologies qui s'offrent à nous, comment on peut faire levier. Et voilà, essayer de vous présenter aussi quelques exemples concrets qui, j'espère, vous permettront de vous faire une idée des gains de productivité, hein, essentiellement, et des gains de qualité qu'on peut attendre de ces nouveaux outils. Mm. Donc aujourd'hui, la présentation, elle va être illustrée avec des exemples autour de la plateforme Atlassian, hein, et notamment avec les capacités Rovo de la plateforme, hein. Donc, on peut peut-être un petit sondage entre guillemets à l'ancienne là. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous utilisez déjà Rovo ou si euh, vous avez déjà entendu parler de Rovo avant qu'on ne démarre? Là, je suis désolé, on n'a pas mis encore le système voilà, de vote. Donc, je vais consulter dans le chat ce que ça donne. Alors. Alors, pour l'instant, j'ai beaucoup de noms. Non, 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 non. Ah, et Jérôme, par contre, il me dit, OK, intéressant. Ah, et évidemment, Pascal, c'est un peu normal. OK, d'accord. OK, très bien. Donc, en fait, on a une majorité assez écrasante là, qui n'a pas connaissance. Bah, rassurez-vous, c'est normal, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est relativement récent chez Atlassian. Hein, voilà. C'est sorti quand, comment dire, Gaël? Je dirais Ouais, février-mars. ouais, c'est Hmm, ça, il y hmm, a 6 mois, oui. hmm. OK. Allez, Alors, plat de blabla, on va se c'est lancer parce parti. qu'on a beaucoup de choses à se dire. Hmm, Et puis, je vous invite à. Moi, je peux pas regarder le chat en même temps, mais à poser vos questions. Puis, Philippe m'arrêtera hmm. si besoin. Allez, on se lance. Donc, ça va être un mix entre une présentation de cet outil particulier qui est Rovo
et un petit peu, on va dire, de théorie ou de mise en perspective. Allez. Donc, tu veux présenter ADN ou... Oui, donc chez ADN, il y a donc trois pôles. Un pôle système qui fait du PLM, qui aide aussi les clients à faire de la transformation digitale VSI. Donc, c'est notamment ce pôle-là qui aide les clients à passer sous Atlassian pour la gestion de la VSI, avec on a une connaissance de tout un ensemble de plugins qui permet de faire ça et qui permet d'automatiser des tests. Mais cette fois-ci, c'est par rapport aux outils de test que vous connaissez peut-être déjà. Il y a un changement de paradigme assez fort puisque là, on utilise vraiment l'IA dans la manière de rédiger le test, d'analyser le résultat, etc. Et on fait ça en no-code, hein. Donc, sur le principe, c'est peut-être c'est l'automatisation de test, hein, mais sur la manière de le faire, c'est pas du tout le même fonctionnement que les systèmes traditionnels. Voilà. Ensuite, on a le pôle qualité qui fait de la VSI, donc en mode CSV, en mode CSA, et également ce pôle-là qui s'occupe de la gestion des alertes de sérialisation de niveau 5. Et puis, en fait, on a le pôle agilité qui fait de l'intégration Atlassian, qui gère aussi des centres de services Atlassian pour un certain nombre de clients pharma, qui édite un plugin qui s'appelle Document Manager for Confluence, qui se met sur Confluence pour faire de la GED en fait sur Confluence, et évidemment qui développe des agents IA à ce jour. Voilà. Très bien. Alors, quels vont être les objectifs, nous, de notre webinaire? Donc là, l'ambition, hein, ça va être vraiment d'essayer de comprendre un petit peu l'état des lieux, entre guillemets, hein, la transformation qu'on a en face de nous, avoir une petite approche, même rapide, mais quand même intéressante, des technologies qui sont disponibles et du pourquoi ça nous donne des nouvelles capacités, en fait. Et puis ensuite, d'identifier des opportunités sur les activités qualité, sur les activités de gestion de projet ou d'autres avec ce type de technologie. Voilà. Donc l'idée, hein, c'est de se mettre dans une approche un petit peu radicale, même si elle peut être un peu plus, enfin, même si le chemin peut être un peu plus lent, bien sûr, hein, dans la réalité, mais une approche un peu radicale de comment on va essayer de transformer nos processus. Donc là, l'idée, on parle aujourd'hui plutôt de qualité de projet, mais on a déjà aussi fait l'exercice sur les activités de VSI notamment. Bon, on a une problématique entre un niveau d'exigence qui augmente et une surcharge aussi qui augmente, et puis pas forcément un nombre suffisant de personnes ou du temps suffisant. Donc on a une croissance qui est assez importante, hein, du nombre de projets, du nombre d'outils sur lesquels on doit aller chercher de la donnée notamment. On a des processus du coup qui deviennent forcément plus chronophages parce qu'il y a aussi de plus en plus de données. Nos systèmes, les systèmes sur lesquels on travaille, à la fois ils sont de plus en plus complexes et donc d'un point de vue de qualité, pour maîtriser le risque, on a besoin de produire beaucoup de données. Et puis aussi, dans nos systèmes même, nos systèmes eux-mêmes produisent beaucoup de données. Donc forcément, on a ce problème-là un peu d'explosion de la quantité de données à traiter en fait. Et puis évidemment, à un moment, on n'a pas un nombre infini de personnes qui sont en capacité de traiter tout ça. Et donc, à un moment, ce qu'on a envie, c'est de dire que tout ce qui est tâches un peu répétitives, à faible valeur ajoutée, on aurait envie de les automatiser. On va parler de l'automatisation juste après. Et on va voir comment, en fait, l'automatisation, entre guillemets, on connaît déjà depuis plusieurs années. Ça a déjà été mis en place dans plein de systèmes. Mais comment, en fait, l'IA va nous aider à aller un petit peu plus loin, dépasser ces limites-là. OK? Donc ici, pourquoi est-ce qu'on va avoir envie de digitaliser tout ça? Finalement, l'idée, hein, c'est pas forcément qu'on veut automatiser, mais ce qu'on veut, c'est augmenter la qualité. Donc l'idée, c'est pas simplement de dire qu'on va faire des tâches répétitives à un système ou un ordinateur, mais on va vouloir à un moment que les systèmes, les outils, les agents IA qu'on va mettre en place, ils soient là pour nous aider, pour être plutôt un accélérateur. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'ils vont commencer à pouvoir faire
de la centralisation de données, de la traçabilité, de la vérification, de la compréhension d'un contexte. On veut aussi évidemment réduire le temps de nos activités pour qu'on puisse en faire plus et pour qu'on puisse aussi se concentrer là où il y a des vrais besoins d'expertise. On va avoir de la traçabilité native le plus possible. Et puis, on veut être capable, à partir de toutes ces données qu'on récolte, d'avoir les bons indicateurs qui nous donnent finalement les bonnes données pour prendre les bonnes décisions, pour s'intéresser plus spécifiquement à une partie ou à une autre, etc., etc. Donc ici, ce que je voudrais présenter, c'est un peu l'émergence des agents IA. Donc l'idée, hein, c'est on avait on connaît depuis longtemps l'automatisation. L'automatisation, c'est vraiment l'exécution de règles qui sont déterministes, classiques, définies. Donc ça peut être du code, ça peut être du no-code, mais ça reste quelque chose qui est structuré, défini et qui est statique. Là, l'idée, c'est qu'on va vouloir passer vraiment vers plutôt de l'agent qui peut avoir en partie une partie d'automatisation dans son sein, mais qui en plus va être en capacité de commencer à prendre soit certaines décisions, soit à adapter son comportement à un contexte, voire même être capable d'apprendre au fur et à mesure de son utilisation, etc. Et avec ça, on va aller plutôt vers ce qu'on appelle de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire du coup un pool d'agents, plus forcément un seul, qui sont capables eux-mêmes de se parler les uns les autres et de prendre des décisions enfin, chaque agent étant en fait potentiellement spécialisé dans une activité. Est-ce que c'est Donc, clair ça pour tout le monde? Parce que s'il y a un truc qu'il faut retenir, comment dire, du webinaire, c'est ça, hein. C'est que la différence entre un workflow classique et un agent, c'est cette dimension IA raisonnement et voilà, qui rend c'est la deuxième version entre guillemets du workflow, hein. qui en fait rend en fait des nouveaux services et va permettre, là où on était limité dans les automatisations, de passer un cran. C'est ça qu'on va essayer de montrer un peu plus loin. Donc, je fais juste un petit rappel rapidement sur ce que c'est une règle d'automatisation. Alors là, je parle dans le Jira, mais ça peut être le cas dans n'importe quel outil. Ah, finalement, une règle d'automation, c'est une structure logique qui en fait va exécuter des conditions et va prendre des actions sur ces conditions. D'accord? Donc par exemple, dans Jira, on pourrait dire quelque chose du type, bah, quand un ticket est passé dans un statut fait ou done, eh ben, je veux déclencher une règle qui va automatiquement notifier le manager et archiver les pièces jointes. Bon, pourquoi pas? Dans Confluence, je pourrais dire, bah voilà, à chaque fois que j'ai un sprint, donc ça sprint c'est de l'agile, hein, donc on va dire une zone temporelle, on va dire, de travail, qui a été clôturée, eh ben, je récupère un certain nombre de données dans Jira, puis je mets ça dans un document, par exemple dans Confluence, avec un certain nombre de métriques si j'ai envie. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut faire depuis longtemps. Ces outils-là, ils existent dans Atlassian. Ils ne sont pas arrivés il y a très longtemps dans Atlassian. L'automatisation, elle pouvait être faite avec d'autres outils, elle pouvait être faite en externe, enfin, voilà. Mais bon, c'est quand même un sujet qui est relativement puissant, parce qu'elles sont arrivées il y a 1 an et demi, je pense, ou 2 ans, je sais plus trop. Mais bon, ça permet quand même de construire, donc vous voyez, hein, construire en fait un workflow, hein. Finalement, c'est un workflow logique qui va dire, bah voilà, à chaque fois que je vois, enfin, je prends celui-là par exemple, à chaque fois que je vois qu'un nouveau ticket a été créé et que je vérifie que la priorité de ce ticket, elle est critique, et ben alors je vais faire des actions. Voilà. Et puis je peux faire des choses qui sont plus ou moins complexes. Donc là, Donc là, alors juste une petite comment dire, précision. Donc là, c'est un exemple Jira, mais sachez que ça marche avec Confluence, ça marche avec Bitbucket, ça marche avec plein de choses. Mais là, on est dans l'automatisation. Voilà. donc ça, En cloud, ça, en cloud, hein, donc essentiellement. ça, Hmm. pardon, ouais, ouais, c'est vrai. Donc Alors ça, juste pour un petit sondage, qui utilise des règles d'automatisation? Si vous pouvez me répondre, oui, moi non. Pardon, Gaël, je te non, je t'en perturbe, prie. mais je sais que tu as du répondant, donc c'est pas grave. Non, non, c'est juste, je te vois pas, donc je sais pas quand tu Ok. commences à parler, c'est pas Hmm. grave.
Non, Ok. mais du coup, voilà, donc ça, c'est des choses vraiment classiques. Ça peut s'assimiler à du code, hein, comme le ferait Hmm. n'importe quel développeur. Mais en fait, c'est puissant, mais ça a des limites. Et en fait, sa limite, elle est, si je dois la résumer en vraiment une seule phrase, en fait, la limite de l'automatisation, c'est le moment où on a besoin d'avoir un certain niveau de compréhension, donc du sens, de la sémantique. Et donc, du coup, bah, une règle, elle va s'exécuter. Elle n'analyse pas un contexte. Elle n'analyse seulement qu'un ensemble de paramètres, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, elle ne peut pas adapter son comportement. Et donc, elle n'a pas d'intelligence contextuelle. Ça veut dire aussi qu'elle ne sait pas dans quel cadre elle s'exécute. Pour elle, elle s'exécutera toujours de la même manière, quel que soit ce qu'elle voit arriver, en fait. D'accord? Donc, elle ne sait pas où elle est, en fait, dans notre monde à nous. Et notre monde à nous, surtout en qualité en gestion de projet, c'est un monde sémantique. C'est un monde où les objets, les exigences, par exemple, je prends le cas des exigences, mais ça pourrait être autre chose. On ne peut pas seulement les traiter comme une simple donnée qui a un titre et une description. Il y a aussi un sens, il y a aussi un contexte. Par exemple, il peut y avoir un contexte réglementaire, il peut y avoir un contexte projet, il peut y avoir un contexte de risque. Est-ce que ça a un rapport avec un risque patient, un risque produit, etc. Et donc là, le problème, c'est que si vous faites de l'automatisation, eh ben, vous avez forcément être obligé à un moment de dire, ah bah oui, je vais taguer ce truc-là en disant que c'est un risque. Et l'automatisation, je vais dire, bah voilà, si je t'ai tagué ça comme un risque de tel niveau, alors il faudra que tu prennes cette solution. Ce qui est, ce qui est possible, mais qui n'est pas forcément l'idéal. Et bon, forcément, du coup, après, c'est que les automatisations, dès qu'on essaye, comme je viens de vous expliquer là, de leur expliquer un contexte. En fait, le problème, c'est qu'on les fait grossir. Et donc, du coup, d'un point de vue de la complexité, de la maintenabilité, c'est très compliqué. J'espère que c'est clair. Si vraiment ça l'est pas, hésitez pas à poser des questions dans le chat. Euh, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin on a vraiment besoin de quelque chose qui est un peu de la logique adaptative, de l'intelligence contextuelle. Et donc, c'est vraiment là où en gros, l'automatisation, elle s'arrête d'un point de vue de ses capacités propres et qu'on va commencer à parler d'IA, de compréhension du sens. Et c'est ce que je disais juste avant, c'est que vraiment les activités qualité, par nature, elles sont complexes. Elles ont besoin d'intégrer une capacité d'analyse et ça, l'automatisation, elle ne sait pas faire. Donc, par exemple, j'ai mis quelques exemples d'activités qui nécessitent une forme de jugement, une forme de compréhension sémantique. Bah, la revue des exigences. Si par exemple, je veux commencer à dire, est-ce que cette exigence est bien écrite? Vous comprenez bien qu'une automatisation, il va avoir beaucoup de mal en fait. Même si vous commencez à lui expliquer qu'il faudrait que, à minima, il voit je sais pas quoi, une combinaison du verbe devoir ou quelque chose comme ça, vous voyez bien que ça va pas le faire. L'analyse des non-conformités, c'est aussi un cas où bon, on va probablement avoir besoin de les catégoriser, d'essayer d'évaluer un pré-risque ou savoir par exemple si ça requiert une attention particulière d'une certaine expertise, etc. Donc on voit bien que là, une automatisation aussi, elle n'y arrivera pas. Par exemple aussi, si on va mettre des tests, enfin, si on veut regarder une couverture entre un certain nombre d'exigences et un test, bah ça on peut le faire techniquement. On peut dire, bah, est-ce que j'ai un lien entre une exigence et un test? Mais il y a une deuxième question qui peut se poser, c'est est-ce que d'un point de vue sémantique, le test et l'exigence, elles sont reliées de façon pertinente? C'est-à-dire, est-ce que le test, il teste bien ce que l'exigence dit, en fait? Et ça, c'est autre chose déjà. Vous voyez? Donc, on commence à s'approcher un petit peu de ce besoin-là de compréhension de sens, qui est vraiment voilà, hein, ce qui débloque un peu tout et ce qui nous permet de faire des agents IA qui sont vraiment intéressants, ut- utiles quand on les fait bien. Euh, donc, juste un petit bilan. Avant, j'avais un niveau 1 qui était ma règle automatisée. Je pouvais avoir un niveau 2 qui est un workflow dynamique et en gros, je mets ma règle automatisée dans un certain contexte temporel. Je lui demande de se relancer, de se déclencher sur des événements, des choses comme ça. Très bien, ça c'est un niveau qu'on peut comprendre. C'est un peu la règle automatisée plus plus. Maintenant, le niveau 3, c'est vraiment je veux qu'il y ait une compréhension du sens, donc une compréhension aussi du langage naturel pardon, pour faire des analyses contextuelles et faire des recommandations qui aient du sens. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant.
Pardon, excusez-moi, je suis allé dans le mauvais sens. Alors, je vous donne quelques notions clés parce que il faut pas les voir comme des sujets techniques, c'est aussi un cadre hein, de travail et notamment ça va être aussi très important pour le cadre réglementaire. Dès qu'on va commencer à se poser les questions sur la vérification, la validation de nos agents ou d'une IA quelle qu'elle soit, c'est quand même important d'avoir ça. Donc, l'IA, c'est un domaine où on va essayer d'imiter des capacités cognitives. On a des notions de modèle. Un modèle, c'est juste un algorithme mathématique d'IA qui a été entraîné sur un ensemble de données. Et il fait des choses. Il peut reconnaître des motifs, par exemple dans une photo. Il peut catégoriser des données. Et il peut aussi faire des prédictions. Ou générer du contenu, ce qu'on appelle les IA génératives. Donc ça, bah, les modèles hein, les plus connus, ça va être ChatGPT, c'est un modèle. Anthropic, c'est un modèle. Mais il y a plein d'autres modèles qui ne sont pas forcément des modèles génératifs et qui sont juste là pour faire des choses plus simples. Je sais pas quoi, par exemple, regarder la photo d'une fiole qui passe sur une ligne de production et détecter une impureté, c'est aussi un modèle. Il est moins connu, il est peut-être propriétaire, mais c'est aussi un modèle. Il y a toujours une phase qui est très importante, qui est une phase d'apprentissage. Donc la phase d'apprentissage, c'est le processus dans lequel on va ajuster un certain nombre de paramètres sur un modèle pour qu'il puisse avoir le moins d'écart possible entre ses prédictions à lui et des résultats, on va dire, réels ou définis. Et c'est une phase très importante quand on est en train de construire un modèle. Et puis évidemment, tout ça ne peut se faire uniquement qu'avec des données, un contexte. Donc très clairement, hein, l'émergence de l'IA, notamment de l'IA générative, elle est essentiellement due au fait qu'en fait, que pendant des années avant, là, on a fait du big data, on a collecté des données dans tous les sens, des documents, on les a gardés, on les a stockés dans des systèmes, etc. hein. Donc maintenant, on peut les utiliser. Je voudrais juste faire un petit arrêt, en fait, encore sur cette compréhension du sens. C'est vraiment le cap décisif hein, pour moi. C'est vraiment, bon, maintenant, je pense que tout le monde a plus ou moins essayé des outils comme ChatGPT et en fait, on voit hein, que il est très, très capable d'interpréter du sens. Et donc ça, c'est assez puissant. Ça débloque plein de choses. Et, euh, Et je vais vous expliquer juste après, en gros, comment il fait, quoi. Qu'est-ce qui se passe. Donc, juste ici, il y a un petit panel euh, qui peut être intéressant. C'est juste pour replacer un petit peu le contexte. hein. Donc, pour aller on va dire, du moins intégré au plus intégré, donc on va avoir, on va dire, des frameworks qui permettent de travailler sur le langage. Donc, cela, c'est plutôt des choses que les développeurs utilisent. On va avoir des modèles qu'on appelle des modèles foundation models. Donc en fait des modèles existants capables de traiter du langage qu'on appelle les LLM. Donc là j'ai mis Mistral, Claude et Chat GPT que on utilise déjà nous en chattant avec, mais avec lesquels on peut aussi interagir d'autres manières. Notamment on peut aussi les rentrer dans des blocs d'automatisation, des blocs de discussion un peu plus structurés qu'uniquement une discussion type chatter. Et puis ensuite, on va retrouver des agents aussi intelligents qui, eux, sont vraiment des agents intégrés dans des outils ou dans des plateformes ou dans des écosystèmes de plateformes. Donc là, je parle de Rovo, qui en fait, alors je ne le sais pas exactement, mais qui est très probablement lui-même intègre un ou plusieurs de ces modèles-là en fait de base pour pouvoir discuter avec les données que j'ai sur mes plateformes Atlassian. Donc c'est un niveau d'intégration un peu supérieur. Et puis à côté de ça, je peux avoir aussi des outils de chaînage, de logique, d'automatisation type low-code, no-code. Donc en fait des blocs que je vais plugger les uns aux autres avec certaines logiques qui eux-mêmes sont capables de faire appel soit à des agents, soit à des modèles, etc., etc. Donc ça en fait, ce champ-là, il ouvre plein de perspectives. Il faut aussi comprendre que maintenant les systèmes ils deviennent de plus en plus ouverts. Donc ça veut dire aussi que dans votre écosystème de travail, entre guillemets, euh, même si vous le faites pas actuellement ou si même vous le savez pas,
les systèmes peuvent discuter entre eux. Et donc, on peut commencer à intégrer des choses vraiment intéressantes du type, j'appelle un système A pour lui demander des données, j'envoie ces données à un agent qui va prendre une décision. Et cette décision, il va la rentrer dans un système B, etc. Je peux commencer à faire des choses qui sont relativement complexes et qui commencent à ressembler aussi à notre mode de travail, parce que nous, au quotidien, on fait que ça aussi. On interagit, on intègre un certain nombre de données entre des systèmes différents. Je vais juste peut-être compléter là, juste avant qu'on Ouais, rentre dans les trucs techniques, hein. ouais, Parce que là, bon, on donne des explications, mais j'ai des questions là, comment on gère les versions des modèles et ceci et cela. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des agents, ils vont vous arriver à travers des plateformes ou à travers des applications. Voilà. Et que donc, typiquement dans notre cas, mais ça va être la même chose pour Salesforce ou autre chose, en fait, vous ne développez pas le modèle. D'accord? C'est-à-dire que l'agent, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une entrée, il fait appel à un modèle dit fondamental, il récupère la réponse, hein, un petit peu comme si vous aviez un chat GPT, là, voilà. Et en fonction de la réponse, il va faire une action. Voilà. Un agent, c'est quoi? C'est un workflow. À un moment donné, le workflow, bah, on passe d'une étape à une autre. Ah, mais pour prendre la décision, il va faire appel à un modèle, il va dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Hop, et en fonction du retour, hop, il va continuer. Voilà. Alors ça, l'avantage, c'est que quand l'agent il est intégré à votre écosystème, comme nous on va le voir avec Atlassian, bah, c'est qu'il connaît les ficelles Atlassian. Il sait ce que c'est qu'un ticket, il sait ce que c'est qu'une page Confluence. Voilà. ouais. Si c'est pas le cas, bah, on peut le faire aussi avec des outils comme N8N, Make, ou même maintenant avec il y a des agents avec OpenAI, voilà. Mais on va devoir intégrer ça, je dirais, nous-mêmes. Là, la solution qu'on propose effectivement avec Rovo, en fait, bah, qu'en fait, c'est que vous avez l'intégration de l'intelligence artificielle qui est déjà faite, et donc toutes les questions, et même eux, en fait, hein, bon, ils utilisent déjà les gros modèles qui sont déjà entraînés, ça a coûté très cher, etc. Et après, ils rajoutent quelques petites couches, quoi, hein. Donc c'est vrai que quand on lit la réglementation, c'est une réglementation un peu théorique qui part du principe que, en fait, c'est comme si on développait un modèle entre guillemets de A à Z. Mais en fait, la réalité aujourd'hui, c'est c'est plus celle-là. En fait, l'IA aujourd'hui, elle arrive à travers les applications et elle arrive très souvent aujourd'hui avec des agents, hein. C'est pour ça que les questions, c'est quelle est la version du modèle, quelle est la version du machin. Bah, de toute façon, ça, c'est les fournisseurs de modèles, hein. Voilà. Ouais, alors, Bon, je referme la parenthèse parce qu'il est déjà 28, hein, et si on veut je pense avancer. que c'est un sujet très intéressant et la réponse est aussi beaucoup dans enfin, sur la question de la version de modèle. Savoir en fait à quel niveau vous intégrez. Si vous êtes juste au niveau du prompt avec ChatGPT, vous pouvez dire que la version, votre façon à vous, votre modèle à vous, c'est la façon dont vous faites votre prompt. Donc ça va être la version de soit du prompt, soit d'un certain nombre Hmm. des, de guides, de guidelines que vous avez donné à votre chat. Si Hmm. vous êtes, si vous avez un paramètre en plus, par exemple, bah, ça va être aussi ce paramètre-là plus le prompt. Ça dépend à quel niveau vous vous situez, à quel niveau d'intégration vous êtes. Hmm. Et si vous êtes au niveau, là, on va dire, le plus profond, où vous avez une équipe de développeurs qui travaille dessus, bah, votre version de modèle, c'est beaucoup de choses. Hmm. C'est des données d'entrée, des données de test, un code, un jeu de paramètres, etc. Et Vous je voyez? pense que on parle souvent de critical thinking, de gestion de risque. Je pense que c'est vraiment approprié parce que le danger actuellement, c'est de tomber dans des travers, je dirais, de boîte blanche, de vouloir absolument tout comprendre pour absolument tout maîtriser, alors qu'en fait, par essence, c'est pas possible parce que c'est des systèmes statistiques. Et si on est pragmatique, de toute façon, qui comprend aujourd'hui 100% du code déterministe qui est dans les systèmes? Donc c'est pour ça que comprendre, c'est intéressant,
Mais il faut aussi prendre un peu de hauteur et de se dire, bon, ok, j'ai peut-être pas tout compris, mais en fait, quel est le risque? Bon, et on va avancer là-dessus. Mais souvent, on s'aperçoit que le bénéfice, il est un peu occulté par, on veut trop rentrer un peu dans le détail, comme à une époque, les gens voulaient tester des câbles Ethernet, quoi. C'est un peu la même chose, hein. Demain, on va consommer de l'IA comme on consomme de l'électricité. On va consommer du token, en fait, hein. Donc, il faut prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Bon, je referme la parenthèse et on a, Mm. on avance. On va passer sur des choses pratico-pratiques pour voir concrètement, dans votre métier aujourd'hui au quotidien, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire qu'un workflow classique n'est pas capable de faire. Allez, Cette on y notion va. de sens. Bon, Et, et, et Gaël va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, cette histoire de sens derrière. bon, je vais dire deux mots, cette slide est un peu compliquée, mais en gros, l'essentiel pour moi hein, de comprendre là-dedans, c'est qu'en fait, ce qui se passe en fait quand on parle des IA, c'est qu'en fait, quand elles veulent interpréter du sens, en fait, en vrai, ce qu'elles ont fait, c'est une conversion en fait. Donc, quand on prend un ensemble un texte en fait, ce texte-là, il va être converti, il va être en fait envoyé comme une donnée mathématique dans un espace sémantique. Et c'est cette notion-là qui est très intéressante parce qu'en fait, bon, c'est la manière dont il travaille, mais ça nous dit beaucoup sur la façon dont aussi on va retrouver des données, on va recontextualiser des choses. Donc typiquement, ce qui se passe, c'est que quand vous posez une question à une IA, en fait, elle va prendre votre question, elle va aussi l'envoyer dans un espace, dans son espace sémantique, et ce qu'elle va regarder, c'est tous les documents ou tous les bouts de documents qu'elle a autour de votre question en gros. Et elle va prendre ce truc-là pour faire un corpus et pour commencer, pour répondre à partir de là. Donc c'est là où on commence à comprendre qu'il y a une vraie, enfin, il y a un vrai besoin aussi d'avoir de la donnée qui du coup soit à la fois structurée, à la fois complète, et on n'a pas besoin dans tous nos agents de leur donner tout pour qu'ils répondent avec tout. On peut aussi commencer à faire des paquets de données qui ont du sens, de documents qui ont du sens pour un agent en particulier. Parce que le problème, c'est que si on lui met trop de données dans tous les sens, bah en fait, il y a des risques aussi que quand il fait, entre guillemets, cette phase d'analyse de qui est le plus proche de moi pour que je commence à répondre, commence à rentrer des choses qui n'ont pas de sens ou qui ne sont pas dans le bon contexte, etc. Ça, c'est une notion hyper importante de de l'IA en général, et même dans des agents simples, quand des agents robots, on fait ça, on lui donne des documents, on lui dit, bah, regarde un projet, regarde des types pardon, des types de tickets, etc. C'est important de borner, parce que souvent, c'est là où ils sont les meilleurs. J'en viens à Rovo maintenant. Donc, Rovo, en gros, c'est la plateforme d'Atlassian pour créer des agents IA, donc qui s'intègrent dans Atlassian, donc Jira Confluence notamment, aussi Bitbucket. Donc l'idée, c'est quoi? C'est en gros, c'est une architecture qui est comme Atlassian en fait, hein, en cloud. Hein. C'est d'ailleurs que c'est pas votre architecture à vous, c'est la leur, et vous consommez leur architecture, tout simplement. Donc ça rend les choses quand même faciles. Hein. C'est intégré nativement, donc vous faites rien de plus. Et puis lui, en gros, c'est à la fois un LLM, donc un peu comme un ChatGPT, mais à la fois il a une gestion contextuelle. C'est-à-dire qu'en gros, il est capable aussi, lui, de connaître bon, à la fois les règles, les permissions, etc., que vous avez dans Atlassian, très bien, ça permet de borner un peu l'usage, mais surtout, il est capable aussi de savoir ce que ça veut dire créer un ticket, par exemple. Du coup, en fait, il est un peu plus loin qu'uniquement un chatter, il est en capacité de prendre des actions. Donc, si vous lui dites crée-moi un ticket ou change-moi le champ critique par le champ médium dans tel cas, il va être en capacité de prendre ces actions-là. Ok. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant et c'est sur ça, c'est sur cela qu'on fait levier, hein, évidemment. Donc l'idée, comment ça marche un agent? Après, après, on va dans le concret. Première phase, en fait, lui passe dans une phase d'observation. Il attend on lui a donné un contexte, il est capable de comprendre, et puis il attend qu'il se passe des choses. Ensuite, il va rentrer dans une phase d'analyse. Donc, on lui a posé une question, il va collecter un certain nombre de données, enfin d'un sous-ensemble de son contexte hein, et des données qu'on lui a données. Et puis, il va commencer à regarder ce qui se passe. Ensuite, il va prendre une action si on lui a demandé de prendre une action. Donc, typiquement, fais-moi un rapport, écris-moi quelque chose dans la description d'un ticket, change-moi la priorité, etc. Il peut rentrer dans une phase de vérification si vous lui demandez.
par exemple, qui peut être aussi contrôlée elle-même par un autre agent, ou par un humain, ou par plein de choses. Et puis il continue, il fait des tours comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? On veut qu'il soit contextualisé, donc qu'il sache où il est, avec quelle règle il opère, avec probablement quel contexte réglementaire, quel contexte à vous, des procédures qualité, des SOP, des standards, des façons de faire, des bonnes pratiques, tout ce que vous voulez. On veut qu'il ait une forme d'autonomie, ça ne veut pas dire qu'il fait tout, mais à minima sur les tâches qu'on lui a définies, on veut qu'il soit en capacité de les faire tout seul sans lui demander. Mais on peut aussi lui dire de se déclencher uniquement à la demande. Voilà. Et puis on veut à un moment qu'il soit capable de nous dire ce qu'il a fait et, entre guillemets, de nous faire une sorte d'audit log de ce qui est des étapes par lesquelles il est passé. OK? Donc là, ici, nous, ce qu'on va regarder, c'est un agent qu'on avait déjà présenté une présentation pour l'ISPE il y Attends, a quelques... juste Gaël, j'ai une question. Si vous pouvez me dire, répondre dans le chat, pour me dire qui est familier avec la notion d'agent déjà. Hein. Vas-y, après je te Ouais. continue. Donc, Ouais. donc là, je vais vous présenter un agent qu'on a fait nous. Donc, c'est un agent Rovo qui fait en fait, il fait de la revue d'exigence, il fait de la revue de qualité d'exigence. Donc, c'est un agent qu'on a déjà présenté à l'ISPE. En fait, l'idée, c'est que lui, on lui dit, ben voilà, tu vas lire un certain nombre de champs dans des tickets Jira. Et ce qu'on va t'expliquer, c'est qu'est-ce que tu dois regarder d'un point de vue sémantique. Donc, bah, on a pris évidemment le classique, le smart, hein. Donc, tu vas regarder que bah, voilà, c'est testable, c'est conforme, c'est clair, c'est complet, c'est cohérent. Hop. Et on lui dit voilà, à partir de ça, on va même le prompter, on va lui dire voilà comment tu dois regarder la cohérence, voilà comment tu dois regarder la testabilité, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va lui donner des critères, un peu comme quand on fait une analyse de risque. On va dire, bah, euh, dis-nous entre 1 et 5, à quel niveau tu considères que cette exigence est testable, par exemple. OK? Et enfin, ce qu'on va lui demander, bah, on va lui dire, bah, je veux que tu viennes modifier à la demande mes tickets Jira qui portent mes exigences pour pouvoir annoter les scores et pour que je puisse commencer à suivre. Et puis si moi je suis, je sais pas quoi, responsable de projet, bah, je peux commencer à dire je vais aller en priorité vérifier les exigences dont le score est inférieur à 3 par exemple. Comme ça là, je sais Faut qu'elles sont mal accélérer un tout écrites. petit peu, Gaël, si on n'en est pas à la moitié là. Hmm. Ok. Donc ici vous avez donc ici vous avez un petit peu la démo. Donc on commence là, on n'est pas dans l'agent. Si on est dans un outil sur lesquels on travaille et qu'on déploie, qui s'appelle Eat Requirement, qui est un outil qui permet de faire la gestion d'exigences dans Jira avec un mode un peu proche de Word, en fait, un mode document, hein, avec une structure un peu documentaire, comme Hmm. vous voyez, mais il prend ces données dans des tickets Jira. Donc voilà, ça ressemble à du Jira, hein. En fait, c'est la même chose. C'est juste une façon différente de montrer les données. Il peut aussi faire de la traçabilité, notamment, du calcul de couverture, etc. Donc là, on attaque la partie Rovo. Donc ici, demander à Rovo. Là, vous allez voir que on a plusieurs agents. Et il y a un agent qu'on a créé, nous, qui s'appelle Rovo Smart Eval. Donc, on va choisir cet agent-là. Et puis on va lui dire, voilà, analyse-moi tous les tickets qui sont dans le projet et propose des scores pour les caractéristiques spécifiques, mesurables, atteignables et réalistes. D'accord. Et donc en fait, il va commencer à lister tous les tickets et puis il va me dire, voilà les scores que je te donne. Donc il sort aussi à la fin un score général. Et puis, en fin de parcours, on lui a dit, donc ça, c'est quand on a créé l'agent, on a dit, bah, fais-moi une proposition. Donc par exemple, il dit là, la QL10. Elle n'est pas bien précisée, donc je voudrais que tu l'améliores. Donc là, on lui a dit, bah, comment tu peux améliorer cette exigence. Il va la reformuler, il me fait une proposition. Et cette proposition, je vais l'intégrer, bah, ou pas, hein, ça dépend de ce qu'on pense, hein, mais je vais l'intégrer dans mon projet, tout simplement. Donc là, il fait une intégration manuelle, hein, mais on aurait pu lui demander pas
via l'agent, de mettre à jour directement, hein, bien évidemment, le QI lycéen. C'était faisable. Voilà. Et là, pour montrer que ça s'intègre aussi à Confluence, on lui a demandé de faire un bilan. Donc, on lui a dit, bah, prends-moi toutes les exigences et crée-moi une page Confluence qui me fait le bilan de tes analyses sur ces exigences. Et donc là, il le fait. Oui. Donc là, ce qui est important, c'est que donc on a interagi, vous avez vu comme si, en fait, hein, vous avez bien vu, vous avez une sorte de chat GPT intégré à Jira, ok? Sauf que parce que c'est intégré à Jira, bah, il est capable de mettre à jour un ticket Jira, parce que c'est intégré, j'aurais dû le dire, à Atlassian, il est capable de générer une page Confluence. Voilà. Hein. Un agent, c'est un prompt, un modèle et une action à chaque fois, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Donc là, on lui a fait un prompt. Vous avez vu, c'est assez simple. Hein. On appelle Rovo, on appelle l'agent sur lequel, en fait, nous, l'agent, on l'a programmé en utilisant des prompts, qui fait que le résultat, aujourd'hui, est possible. Voilà. On lui a dit en langage naturel comment il fallait analyser, je dirais, une exigence. Voilà. Mais derrière, on a toujours l'utilisation de plusieurs modèles fondamentaux. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ce que vous venez de voir à l'instant? Pas de questions. Attends, je vais regarder le chat. Non. D'accord. Ok, Ok, on je vous continue remercie. parce que là, Donc oui, on vous a montré un agent. Alors, je fais un petit dégagement en fait. Juste, en plus, je suis pas spécialiste du règlement, etc. Mais ce qu'on voit en fait, ce qui est vraiment important, c'est de se dire, bon, ok, on voit qu'on a des capacités là qui deviennent puissantes. Bon, après, la question va se poser est-ce que ce que je veux faire à mon agent est critique, est-ce qu'il s'insère dans un cadre GXP, par exemple, etc. Donc, très bien. On peut déjà commencer par se dire que il y a plein de gains de productivité, il y a plein de choses simples, entre guillemets, à enlever qui sont pas forcément critiques. Et ça, on peut déjà commencer par ce type d'agent-là. Euh, Après, ça, un truc important, c'est que ça reste quand même des outils qui sont aussi des ordinateurs. Donc, de toute manière, on pourra à un moment appliquer quand on aura trop. On l'a le cadre en fait, mais on peut appliquer plein de choses. Hein. On peut commencer à fouiller de ce qui se passe dans les données. On peut regarder qu'est-ce qu'il a fait dans ses logs. On peut avoir un suivi des versions. On peut avoir en fait, tout ce qu'on avait avant quand on faisait du développement logiciel classique, hein, puisque finalement, c'est que des outils logiciels. Et puis, en fait, on a le même problème. Hein. Des fois, vous avez des outils SaaS, votre fournisseur, il vous donne pas le code source. Bon, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un audit fournisseur. Bah, en fait, là, ça va être pareil. D'accord? Donc, ce que je voulais dire, ce petit dégagement, c'est pour dire que nous, ce qu'on voit là chez ADN, c'est que le cadre réglementaire, il commence à être proposé à minima. Il y a pas mal de choses qui sont en draft. Et on voit bien que là, maintenant, je sais pas comment on dit, les personnes qui ont donné ce cadre, ils ont compris les enjeux parce que ça commence à être très précis et qu'il y a les bonnes méthodologies, il y a les bons mots, il y a les bonnes pratiques, etc. Donc, techniquement, tout ce que nous, on avait à disposition quand faisait de l'IA, on voit bien qu'il commence à être intégré dans des règlements européens ou internationaux et que, ben, du coup, en fait, le lien est en train de se faire et qu'on peut y aller. C'est-à-dire que même si on veut aller vers quelque chose qui est euh, on va dire, critique ou avec du risque, on a le cadre pour y aller qui est en train de se mettre en place. On n'a pas le droit de tout faire, bien évidemment, pas utiliser n'importe quoi, mais le cadre est là. Donc, ici, c'est juste pour dire qu'en fait,
Voilà, ces deux mondes-là commencent à savoir se parler, à définir les bonnes choses, et donc bah, on commence à pouvoir à ne plus avoir peur en fait d'y aller, parce qu'on a le bon cadre. Notamment, alors je passe un peu beaucoup de temps, mais le guide d'ISPE là sur l'intelligence artificielle est vraiment intéressant parce que lui il va dans le détail sur des pratiques, sur des process, sur des workflows de travail aussi, de vérification, de validation des agents qui est vraiment rigoureuse enfin, voilà, qui est aussi rassurante aussi. Euh, voilà, je suis un petit peu bêta dessus, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui va être très important? De toute manière, quand on va vouloir intégrer un agent dans un environnement un peu GXP, on va avoir les mêmes processus que d'habitude, hein. On va faire une analyse de risque, on va écrire des exigences, on va faire de la qualification. Moi, ce que je voudrais juste dire ici, c'est que, bon, le plus important quand on va regarder des agents comme ça va être d'être en mesure de faire du monitoring, de tester de la reproductibilité. Ça, c'est vraiment important, surtout sur les agents génératifs. Lui poser la même question un tout petit peu différemment à chaque fois où on attend la même réponse, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut le faire de façon assez simple, hein. Donc, ça peut être des choses comme ça. Comme on n'a pas accès au modèle, etc., on va vouloir vérifier la pertinence de ces résultats. Donc, est-ce que ça a du sens? Donc, en fait, ça répond à la question, est-ce que ça apporte vraiment de la valeur pour moi? Et aussi beaucoup la reproductibilité. Est-ce que si je fais varier un petit peu mes demandes, j'obtiens la même réponse? Et aussi la dérive. Donc regardez si en fait au fur et à mesure du temps il ne dérive pas, notamment parce qu'il peut y avoir des contextes des jeux de données qui vont évoluer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même mesurer au cours du temps. Euh, voilà, je ne vais pas y aller plus loin. Truc qui est important aussi, c'est que par exemple sur Rovo, euh, d'un point de vue sécurité, conformité, c'est la même chose qu'Atlassian. Donc tout ça, c'est certifié, c'est SOC 2, c'est des architectures qui sont sécurisées. Donc on a très peu de risques d'un point de vue cyber, etc. Le seul risque qu'on a vraiment, c'est de faire quelque chose entre guillemets, soit qui marche pas, soit qui marche pas assez bien pour qu'il soit utile. Mais globalement, le cadre de travail est assez borné, assez sécurisé. C'est le même que la plateforme Atlassian. Et on a toujours ces capacités d'audit, de log, de version, etc., dont on a déjà parlé. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ce point de vue-là. Euh, euh, oui, alors, ça, c'est pour dire, bon, jusqu'où on peut aller. Parce que là, je vous ai montré un agent qui regarde des exigences. Euh, on peut aller très loin, ou on peut aussi se limiter à des parties plus restreintes, mais on peut aller hein, vers des choses qui sont de la documentation automatisée, de la vérification de cohérence sur des centaines d'exigences versus des tests, regarder de la traçabilité complète, essayer de se faciliter de l'inspection réglementaire, typiquement en préparant, en allant chercher dans un ensemble de données un certain nombre de documents ou de bouts de documents que je veux restructurer pour, par exemple, me préparer un audit, etc. Je peux faire beaucoup de choses. Là, c'est vous qui allez savoir quelles sont les activités sur lesquelles vous voulez commencer à faire du levier en premier. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors ici, je vais passer rapidement, je vais vous montrer la vidéo, ce sera plus simple. Ici, c'est un deuxième cas, donc ça, c'est un cas un petit peu plus qualité. Donc là, c'est un cas qui est beaucoup moins génératif, parce que souvent, on aime bien regarder des IA génératives, parce qu'elles savent faire des choses, elles savent nous parler, machin. Lui, en fait, il parle pas, ou pas trop en tout cas. Lui, l'idée, en fait, c'est c'est un agent à qui on a juste appris à faire une pré-classification de demandes. Donc en fait, l'idée, c'est j'ai des demandes externes qui viennent, qui peuvent être de plein de natures différentes. Le problème, c'est que quand j'en ai beaucoup, j'aimerais bien savoir a priori, et je dis bien a priori, c'est-à-dire d'avoir une sorte de premier évaluateur, un peu le super secrétaire, qui soit en capacité de me dire, est-ce que en première évaluation, tu vois du risque et en première évaluation, tu penses que c'est quel type de demande? D'accord? Et en fait, ça fait rien d'autre que ça. C'est un agent qui fait rien d'autre que ça. Donc à chaque fois qu'il voit arriver une nouvelle demande dans un projet, il va faire cette évaluation-là. Donc, c'est une préévaluation. L'idée, en fait, ici, elle n'est pas de venir remplacer une expertise,
elle est juste en fait de venir essayer de débruiter. C'est-à-dire en fait, dans un magma ou dans un ensemble de tickets qui arrivent dans tous les sens, si je suis moi un expert qualité, par exemple, je veux a priori être capable tout de suite d'identifier le plus facilement possible celui qui requiert le plus mon attention. Et vous voyez, ça ne remplace pas de l'analyse humaine, c'est juste que ça va essayer de le guider. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'en première intention, au-delà d'aller générer des choses très compliquées, l'IA, elle peut nous aider en fait à enlever un peu le brouillard ou enlever le bruit qu'on a autour de nous quand on a trop de données ou trop de demandes qui arrivent en même temps, faire de la préclassification, mettre le doigt sur quelque chose en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, il a fait plein de choses, il est capable de les mettre aussi dans des pages Confluence, tout ça. Mais encore une fois, c'est que de la préévaluation et le but, c'est que moi, j'arrive le matin et je me dis, OK, je commence par regarder quoi. Et je pense que ça, quasiment l'ensemble d'entre nous serait pas enfin, se reconnaît un peu là-dedans, quoi. C'est un peu quand je suis parti 2 semaines en vacances et que j'ouvre ma boîte mail, j'ai 250 mails. En fait, si j'avais un système qui est capable de me dire rouge, 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 lis ça d'abord, c'est quand même mieux, quoi. Donc là, en gros, c'est un peu l'équivalent en Jira. Alors là, quand vous parlez, quand on... Oui. Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est juste, je crois que j'avais des personnes qui me disaient, ouais, mais on peut développer des agents avec d'autres plateformes et tout. Oui, bien sûr. Hein. Là, c'est intégré. Donc, ça veut dire, par exemple, typiquement, votre base de connaissances, modulo les accès, les droits d'accès, va pouvoir être entraînée ben, soit sur votre ticket, ou en tout cas, va pouvoir répondre sur la base des tickets qui sont déjà à votre base de connaissances. Vous allez pouvoir le paramétrer pour dire la base de connaissances, c'est ces tickets-là, c'est cet espace Confluence-là, etc. Donc ça aussi, c'est une valeur, comment dire, ajoutée. Donc sur typiquement ce qu'a montré Gaël, par exemple quand on est un centre de service avec des tickets, voilà, c'est Jira avec Jira Service Management, on peut très bien avoir une base de données Confluence et il va utiliser cette base de données Confluence pour bah, justement vous proposer des réponses. Et puis après, c'est avec des agents, bah, si on peut coupler ça à des actions comme faire telle ou telle tâche, quoi. Hein. Et c'est ça vraiment l'intérêt de Rovo, c'est la capacité, je dirais, agentique, mais intégrée à Atlassian et qui utilise l'effet levier sur toutes les données qui sont gérées par les produits, plus la possibilité d'avoir des connecteurs. Et continuons. Mm. Très bien. Bon, donc voilà, je vous ai donné 2 exemples. Alors, nous, hein, chez ADN, on est en train voilà, de réfléchir, d'explorer un certain nombre de matériaux autour de l'IA pour essayer de comprendre quel est le meilleur Lego à fabriquer pour nos clients, hein. Donc, on commence à savoir un petit peu, connaître un petit peu l'état des lieux de ce qui existe, en tout cas de ce qui est à notre disposition immédiate. Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est il y a quand même des gains qui sont substantiels. Je pense que l'ensemble d'entre nous, on a utilisé un peu de ChatGPT, même probablement parfois aussi pour des activités professionnelles. On se rend compte quand même qu'il est plutôt bon. Alors, il faut le cadrer, il faut faire attention, etc. Mais quand même, il est plutôt bon. Euh, Là, je vous ai mis un résultat d'une étude qui a été faite en 2025 par la société Zoom, qui est un peu concurrent de Teams. Bon, ce qui remarque, mais moi j'en suis pas étonné en fait, c'est que bon là il y a 84% des gens en gros qui ont vu leur productivité augmenter. Donc moitié-moitié, beaucoup, peu. Enfin oui, mais quand même, 84%, ça commence à faire beaucoup. Et ce qui est très clair, c'est que je pense qu'avec avec des outils qui requièrent peu de développement, on peut vraiment aller chercher des gains de productivité en fait. Et donc c'est un vrai levier en fait. C'est un peu la continuation de la numérisation, la digitalisation qu'on a eu dans voilà, les 20-25 dernières années, quoi, hein. Donc là, je parle de Forge. Ben, en gros, l'idée, c'est de montrer que le coût de développement, le déploiement, il est faible. Si vous voulez faire une règle automatique, ben, ok, c'est un jour ou deux nous on en fait beaucoup dans nos systèmes qu'on maintient pour d'autres clients. Mais le ROI, il est jamais énorme en fait. Ça va automatiser quelques tâches, etc. Mais c'est pas très gros. Un agent, ça va vous prendre quoi? Ça va vous prendre 4 fois, allez, 3 à 5 fois plus de temps.
On ne sait pas. Mais par contre, le ROI va être énorme. Si on a bien choisi son sujet, en fait. Après, bon, j'ai mis un exemple, solution IA externe. Bon, vous prenez le truc, vous commencez à développer, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, à un ROI à plus long terme. Il y a des cas où c'est nécessaire, hein, évidemment. Donc, pourquoi c'est pas cher? Bah, déjà parce que c'est intégré à Atlassian, donc vous n'avez pas d'infrastructure. L'environnement de développement, entre guillemets, nous on connaît bien, on a déjà fait plein de plugins, il est relativement borné, on va dire. Il n'y a pas de maintenance ou quasiment pas, à part si vous voulez le faire euh, évoluer, mais de toute manière, le modèle en lui-même, en tout cas le Rovo, le système agent en lui-même, il va aussi évoluer avec Atlassian, tout simplement. Puis c'est natif, quoi. Et en termes de scalabilité, bah, que vous lui fassiez une demande ou 1000, pour lui, c'est pareil. Ok. Ouais, enfin, pour vous, c'est pareil. Pour lui, pour Atlassian, un peu moins, mais pour vous, c'est pareil. Donc, vraiment, voilà, ça, c'est des systèmes qu'on est héroïques qui sont vraiment très, très bons. Et puis, on va arriver à notre synthèse. Je crois que. Enfin, j'espère que c'était clair. C'est pas facile, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont à la fois techniques, etc. J'essaye d'être le plus clair possible. Si ce n'était pas le cas, je m'en excuse auprès de vous. L'idée, hein, c'est vraiment de se dire, voilà, l'automatisation, on en a fait beaucoup, on a atteint nos limites, il faut aller un petit peu plus loin. On a des agents IA qui nous permettent de faire des choses avec des ROI, des retours sur investissement qui sont vraiment importants, pour peu qu'on ait choisi le bon cas d'usage, le bon sujet. Et tout ça, ça va nous amener aussi vers de la qualité ou de la validation digitale le plus possible. Et on est dans un contexte maintenant, d'un point de vue réglementaire, qui est en train de se mettre en place et qui commence à être maîtrisé. Donc nous, chez ADN aussi, on fait cet effort-là maintenant qu'on sait monter les agents, de s'intéresser aux phases de validation, de vérification, d'analyse de risque spécifiques à ces nouvelles technologies. On a les gens pour, on a notre pôle VSI qui connaît ça bien, et puis on a ce pôle technique qui est représenté par moi, qui aussi apporte un certain nombre de connaissances techniques à intégrer dans les risques, etc. Donc on commence à maîtriser, on va dire, la chaîne un peu complète entre la définition du besoin jusqu'à la phase validation, quoi. On avance un peu, Gaël, On parce est à la qu'après fin. j'aurais. On est à la fin, Ouais, ouais, je Philippe. sais bien, ouais. On peut peut-être passer à l'offre ADN. Ouais, voilà. Voilà. Alors, bah vas-y, je te laisse la présenter si tu veux, Philippe. Mm. Comme ça, ça Donc, conclura. juste, bon, là, on vous a parlé des agents, ok? Donc, j'ai eu des remarques, pourquoi Atlassian, ceci et cela. Euh, bon, évidemment, là, c'est pour les gens qui travaillent avec Atlassian. Ce qu'on vous a montré, c'est la notion de l'agent, mais il faut bien voir aussi qu'il y a l'IA qui est en train de rentrer dans tous les plugins Atlassian. Hein. On excuse pour les gens qui nous ont quittés à l'instant, mais pour souligner ça, c'est que l'IA est en train de rentrer dans tous les plugins Atlassian. Donc, ça veut dire que quand vous avez déjà toutes vos données dans ça, bah, vous allez avoir plein de capacités, plein de possibilités qui vont s'offrir à vous. Voilà. Donc, pour reprendre ce guide sur l'intelligence artificielle de l'ISPE, quand vous démarrez un projet comme ça, ce qu'ils recommandent, c'est d'abord de faire une preuve de concept. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison parce qu'on voit bien à travers les questions qu'on a, les petits sondages qu'on a pu faire, que voilà, il y a des niveaux de compréhension qui sont assez hétérogènes. Et donc, il faut y aller étape par étape. Hein. Donc, bah, nous, on vous propose de, comment dire, de faire des preuves de concept. Déjà, essayer de trouver l'idée ou d'essayer d'identifier le business case. Parce que vous avez peut-être des idées, mais nous, on peut en avoir d'autres. Et on peut, comment dire, travailler ensemble. Ensuite, définir un petit peu bah, là, voilà, les contours de la solution technique, définir les risques, évidemment les risques liés à l'IA, hein. Évaluer, je dirais, les critères de réussite de la preuve de concept, et puis quelque part, en output de ce POC, de définir les exigences initiales d'un projet qui serait la suite de cette étape-là. Voilà. Donc généralement, on fait un forfait sur Atlassian et Rovo aux alentours de 9 000 €. Et ça permet bah, de trouver l'idée, de cadrer déjà un petit peu l'agent, de le programmer, de voir un peu les améliorations,
et de voir un petit peu quelles seraient les étapes supplémentaires pour passer, je dirais, à la phase projet, la phase validation si elle est nécessaire, etc. Sachant que bon, voilà, tous les process ne sont pas critiques, donc du coup, le niveau de validation est différent. Voilà. On a accéléré un petit peu à la fin, et du coup, on peut prendre quelques questions J'essaie de avec regarder grand un peu plaisir. Oui, pardon, j'essaie de regarder le chatter pour voir si s'il y avait des choses auxquelles on avait. Alors, quel modèle utiliserez-vous? On ne sait Ouais, mais pas j'ai trop, répondu. Ouais. mais c'est probablement une combinaison, effectivement. Euh, oui, il y avait des gens qui disaient qu'on pouvait utiliser d'autres modèles, etc. Donc, oui, hein, bien Bien sûr. sûr. Oui. Bah, le gros intérêt de Rovo, c'est qu'en gros, comme c'est complètement intégré, le déploiement va être minime, quoi, Beaucoup hein. plus rapide, quoi. Ouais. Euh, Alors, je ne sais pas s'il y a Euh, d'autres questions. Merci. Bon, ça, c'est gentil. Euh, Non, mais écoutez, je crois que là, je vois plus d'autres questions. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, Bon, apparemment, ça a été clair pour certains déjà, hein. Mais si c'est pas clair pour d'autres, faut pas hésiter, hein, on est là pour ça. alors, le dossier de qualification de robotisme. Je pense que ça, c'est une grande question qu'il faut se poser. Hmm. Je pense que ça le sera jamais. Et au fond, je ne sais même pas si ça a du sens en tant que tel. Parce que la question va être de savoir quand même dans quel contexte vous allez le donner. Parce qu'en fait, en lui-même, il ne connaît rien, si vous voulez. Donc en fait, Hmm. finalement, si vous voulez qualifier Rovo en tant que tel, hein, vous ne le qualifiez pas pour tout, vous le qualifiez pour votre usage à vous, comme n'importe quel système, en fait. Voilà. Et donc, du coup, euh, la question, elle va être aussi de savoir qu'est-ce que vous allez mettre comme données, comment vous allez borner ces prompts, comment vous allez lui donner du contexte, etc. pour quel usage. Et en fait, quand bien même ce truc serait qualifié, vous voyez pas bien ce que vous en ferez pour votre usage tout de suite. Donc, il faut. C'est pour ça que l'approche agent est intéressante, parce que l'approche agent va permettre de cadrer, je dirais, l'usage. Et effectivement, aujourd'hui, dans dans tous les guides, la première étape, c'est qu'on vous demande de définir le intended use. D'accord? Et sur la base de cet intended use, on va faire le prompt engineering pour que l'agent, je dirais, il fonctionne. Donc c'est intéressant, même en termes de qualification, d'avoir effectivement cette notion d'agent, parce que l'agent, le prompt qu'on va mettre dans l'agent, va correspondre en fait à une intended use qu'on aura défini en amont. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, modulo aussi la criticité du process sur lequel on va interagir, hein. Est-ce qu'il y a euh, d'autres questions? Oui, Bon, vous allez avoir le lien vers lien, voilà. l'enregistrement. Ouais. Mm. Voilà. Euh, Et on vous enverra la présentation, hein. Je ne sais pas si on a affiché nos mails, mais bon, je sinon peux je les vais. remettre dans le chat. Euh, D'ailleurs, quand on parle de dossier de validation de Rovo, je pense que ça n'existera jamais, mais pour aucun agent. Ou alors un agent qui est extrêmement spécifique et qui est dédié à une seule tâche. Donc, probablement déjà pas un agent génératif. De toute manière, lui se base sur un contexte de données. Ah oui, Donc en oui, fait, vous ne pouvez pas le valider comme ça. En fait, il va bien falloir à un moment qu'on valide aussi son contexte d'abord. bien Enfin, sûr. en même temps, en fait. Donc en fait, Alors, est-ce moi, qu'il y a d'autres questions? Attends, attends, on va pas. Je crois que on reviendra là-dessus, on pourra peut-être développer en dehors du webinaire là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on clôt le webinaire? Touk, 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 touk. apparemment, Ok. je veux bien En l'avoir tout arrêté. cas, Ben, ce sera fait. retenez bien la notion d'agent. Les agents vont changer la donne dans tout, y compris la qualité. Ça, c'est un truc à retenir, c'est ça. Et que les agents vont améliorer la qualité et améliorer la productivité. Ça, c'est également certain, parce que beaucoup de choses que l'on fait
aujourd'hui, moi le premier, d'accord, ne sont pas forcément très intelligentes et sont plutôt du ressort de l'expérience, de la connaissance, voilà. Et qu'à partir à partir d'un moment où on reconnaît ça, bah, on reconnaît que l'IA peut faire des choses basées en fait sur l'expérience et oui, forcément sur l'apprentissage. Voilà. Bien. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. On est à votre disposition avec Gaël par mail ou autre. Hein? Merci OK? beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée aussi. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.